Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Reprendre le sport pour perdre du poids, choper le virus et décider à 28 ans de faire de cette passion son métier, c'est l'histoire de Manu Laurent, mon invitée du jour. Car si aujourd'hui elle est l'heureuse propriétaire de son propre studio de coaching, c'est d'abord dans les ressources humaines que Manu a travaillé durant 5 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est remise au sport après une longue pause, faisant les mêmes erreurs que tout le monde, comme par exemple partir courir alors qu'elle n'était pas en forme et se blesser, ou encore démarrer la musculation en passant de rien à tout. C'est pour transmettre sa passion en toute légitimité qu'elle décide de se reconvertir et de passer le diplôme de coach sportif. Elle nous raconte donc comment elle a franchi le cap de la reconversion, malgré un avenir déjà tout tracé professionnellement, mais également personnellement. Ce deuxième aspect, on l'aborde aussi dans notre échange. Car Manu, elle avait coché toutes les cases de la vie parfaite. Et pourtant, c'est seulement aujourd'hui qu'elle se considère pleinement heureuse et épanouie. On parle donc de la quête du bonheur, de l'importance de bien se connaître soi-même pour réussir à passer outre cette fameuse pression sociale que l'on peut ressentir lorsque l'on fait les choses différemment. Un échange assez riche, qui pour ma part a fait beaucoup écho à ma propre histoire, donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Très bonne écoute. Bonjour Manu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc Manu, tu es coach sportive. Tu me reçois d'ailleurs dans ton studio donc qui est basé sur Lyon. Oui. Depuis quand tu fais ce métier et depuis quand tu es installée ici? Depuis quand je fais ce métier, ça fait 3 ans et demi et ça fait 2 ans et demi que je suis installée à mon compte dans mon propre studio de coaching. Est-ce que tu as toujours voulu faire coach? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai une première carrière professionnelle, plutôt dans les RH, et je me suis réorientée à 28 ans vers ce métier de coach sportif. Et pourquoi tu avais choisi les RH initialement? À la base, les RH, j'avais choisi parce que je pensais que c'était un domaine à grosse dimension humaine, justement. Oui, ça fait partie quand même des mots-clés ressources humaines. Ça. Donc du coup, on nous ment un petit peu sur le produit parce que pour le coup, j'ai pas retrouvé la relation humaine que moi j'avais envie d'avoir avec les gens, que j'ai aujourd'hui d'ailleurs avec mes clients en coaching, parce que oui, il y a l'aspect sportif dans mon job, mais la relation que je crée avec eux aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment basique quoi comme relation. Il y a pas d'enjeu financier, il y a pas il y a un enjeu commercial, mais c'est différent. Il y a pas d'enjeu d'objectif, etc. d'une entreprise. Peut-être une question de posture aussi, mine de rien, dans les ressources humaines. Complètement. On est du côté de la direction. Ouais, on est un peu le cul entre 2 chaises en RH, et ça j'aime pas non plus parce que j'aime bien avoir des positions assez claires. Quel a été le déclic pour te dire, 28 ans, donc je suppose que t'es sortie d'études après licence, master? J'ai fait un M1 et après j'ai refait une licence en alternance en RH, spécifiquement en RH. Donc t'as pratiqué combien de temps ce métier-là? 5 ans. 5 ans, ouais. Donc 5 ans, c'est court, mais c'est à la fois assez long quand ça nous plaît pas. Oui. Est-ce que le déclic pour changer de métier, parce que c'est une reconversion vraiment, c'est 360. C'est pas 360. 360, oui, 365 du coup. C'est ça. Du coup, c'est venu d'un seul coup, tu t'es dit allez c'est bon, j'en ai marre, ou ça a été plus long? Comment c'est Ça a été assez long parce que en fait le job que j'ai eu en sortie de licence RH était challengeant. C'était un gros poste pour mon âge, c'était un gros poste pour ce que je venais de faire. Enfin, c'était une belle expérience. Donc le côté de challenge en fait me plaisait, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je suis entrepreneur. C'est que j'ai ce côté-là. Défi, challenge, tout le temps en perpétuelle recherche de projets à moyen et long terme. J'aime beaucoup le côté enjeu. Enfin, c'est paradoxal, mais du coup, le challenge financier, c'est quand même quelque chose qui me plaît, quoi. Savoir que je gérais le plus gros client de la région, ça me faisait plaisir, quoi. Oui. Ça. Mais pour le coup, donc ouais, j'ai accepté ce poste en me disant c'est génial, c'est trop cool, opportunité de dingue, ce qui n'était pas faux. Pour une sortie d'études. Ouais, voilà. Et en même temps, donc du coup, une fois que j'ai relevé le challenge, entre guillemets, j'ai multiplié par 2 le chiffre d'affaires, etc., je me suis dit, ouais, ok, mais par contre, le côté humain, en fait, tu l'as pas. Et en parallèle, du coup, je repratiquais le sport.
que j'avais un peu mis de côté depuis quelques années. Et je repratiquais le sport et je m'épanouissais tellement en parallèle des échanges que je pouvais avoir dans ce milieu-là que je me disais mais il y a un fossé en fait énorme entre les deux. Et aussi j'ai créé mon compte Insta. J'avais énormément de demandes par rapport à ça, en mode mais comment tu as fait pour te mettre assis, etc. Et je me suis dit mais il y a un vide total sur les connaissances sportives. C'était il y a combien de temps ça? Ça c'était il y a 4 ans, bientôt 5 ans je pense. Peut-être le démarrage un peu. En fait j'ai pris le virage Instagram en France au tout début quasiment. Donc du coup, je me disais mais il y a tellement de questions, il y a un vrai besoin en fait, il y a un vrai besoin humain pour le coup qui rentre en jeu et qui je me suis toujours interdit de donner des conseils ou d'accompagner des gens sans être diplômée, sans être certifiée entre guillemets légalement, parce que pareil je suis un peu carrée, donc c'est important pour moi d'avoir les bons outils pour donner les bonnes réponses, et je les avais pas en plus à cette époque-là. Moi j'avais juste mon côté pratique, ce qui en soi était bien, mais me correspondait à moi, et j'avais la conscience et le recul de me dire en fait ce que moi je m'applique, c'est pas ce que je vais pouvoir appliquer à tout le monde. Et du coup, ce questionnement, il est arrivé en même temps que j'étais arrivée, entre guillemets, au bout de mon poste et que j'avais accompli ce qu'on m'avait demandé d'accomplir et que... T'en avais un peu fait le tour. Ouais, j'avais fait le tour assez vite parce qu'en plus, je me lassais quand même assez vite des choses. Je parle au passé quand même. Mais du coup, tout de suite, je me suis dit, mais il y a ce job, challenge, fini, accompli et pas humain. En parallèle, il y a un besoin, une envie, une passion et pour le coup beaucoup de partage et beaucoup d'humains. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire quoi? Et du coup, je me suis dit c'est maintenant. En fait, faut y aller maintenant, faut se lancer. J'ai lancé ma reconversion. Entre le moment où je l'ai décidé et le moment où ça s'est fait quand même mine de rien assez rapidement parce je l'ai décidé en début d'année et en décembre je rentrais en formation. Ah oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide. En tout cas, t'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut et... quand je décide, après j'enchaîne. En fait, ça se... Mais c'est intéressant parce qu'il y a ce côté, on fait des études, on arrive, on a un job où entre guillemets on coche toutes les cases. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Dans la société dans laquelle on vit, de se dire bon allez c'est bon, même si entre guillemets j'ai tout pour être heureux sur le papier et si j'ai coché toutes les cases, non, aujourd'hui j'ai envie de refaire une formation, du coup de gagner moins aussi je pense dans la période de formation ou c'était un risque en fait. Le risque était effectivement que je gagne moins pendant la période de formation. Au final, je me suis assez bien débrouillée pour pouvoir finalement que ça se passe là-dessus. J'ai pas eu ce problème. D'ailleurs, c'est aussi un peu dans ma philosophie de vie. Je me dis que quand on est au bon endroit au bon moment, tout se passe bien. Et depuis que j'ai démarré ce projet, et c'est pour ça que ça s'est enchaîné très vite, c'est que tout a été assez fluide. Pas forcément facile, mais très fluide en fait. Même les difficultés, elles arrivaient j'arrivais à m'en dépêtrer assez vite et à trouver des solutions hyper facilement. Donc du coup, je me suis dit, je suis au bon endroit au bon moment. Et tout s'est enchaîné hyper... Tu as rapidement su que c'était pas grave de lâcher ce confort que t'avais. Non. Ça, en fait, je le savais au fond, je le savais vraiment. Tu le ressentais. Je le ressentais assez facilement, même en termes de bien-être intérieur. C'est assez simple, c'est que dès l'instant que j'ai quitté mon ancien poste, je n'ai plus quasiment été stressée. Donc ça, rien que ça, c'est un confort de vie qui est énorme. Et puis je ne veux plus jamais être stressée, en tout cas pas stressée au sens de ça m'emmerde d'aller au taf demain quoi. Là ça j'ai jamais, même si j'ai des grosses journées, même si j'ai des enjeux des fois un peu compliqués, je suis pas stressée en fait, ça avance. Tu le fais pour les bonnes raisons. Et je le fais pour moi en plus, donc c'est différent. Donc t'as fait 1 an de formation, c'est ça? J'étais en congé individuel de formation. D'accord. Du coup, pendant 1 an, j'avais un rythme 2 jours d'école, 3 jours de stage. D'accord. Stage que j'ai fait dans une salle de coaching à Lyon et pas une salle de sport classique. Et aussi ce qui m'a permis d'avoir les épaules pour enchaîner tout de suite à mon compte. Sinon, je pense que je me serais pas lancée aussi rapidement. C'est quoi la différence entre les deux?
Là pour le coup c'est une salle qui propose comme moi le studio des coachings personnalisés toutes les heures pour des personnes qui viennent et qui vont pas forcément être en autonomie sur la salle de sport quoi. Donc en individuel vraiment de l'accompagnement. Accompagnement individuel. Moi j'ai fait uniquement la formation sur j'ai fait un BPGEPS mention force et pas mention forme, donc du coup je ne fais pas de cours collectifs, chorégraphie en tout cas, je fais des petits groupes genre 2-3 personnes, mais le côté forme m'intéressait moins, mais parce que j'aime pas forcément pratiquer, après je trouve ça cool et je le recommande à certaines personnes, mais enfin pas pour moi quoi. Donc voilà. Et donc 2 jours de stage, enfin 2 jours d'école, 3 jours de stage pendant 1 an, non-stop. Intense. Ouais. Et en même temps, je sortais d'un rythme tellement important au niveau de mon ancien job que, limite, ça me paraissait cool. Ouais. Moins stressant parce que... en fait, j'étais pas stressée, donc c'était beaucoup plus cool, quoi. Enfin, c'était un autre rythme de vie, quoi. Et ça m'a permis d'être bien présente sur les réseaux sociaux aussi pendant cette année-là, enfin, de bien développer ma communauté, donc ça, c'était cool. Et puis au bout d'1 an, s'est posé la question de est-ce que je reprends mon job RH, est-ce que je me lance? Bon, évidemment. Tu t'es vraiment posé la question? Non, on me l'a posé en fait. Oui, sur le papier, faut se la poser. Ma DRH en tout cas m'a posé la question quoi. Oui, parce que t'étais en STIF, parce qu'il y a plusieurs façons de réaliser cette formation-là. On peut aussi quitter son job et peut-être faire un contrat de professionnalisation. Ouais, il y a plein de possibilités. Mais dans le cas d'un STIF, effectivement, t'étais encore attaché à ton entreprise, donc c'est ta DRH qui t'a posé la question. Ouais, c'est ça. Moi, je me posais pas trop la question. Mais bon, j'ai fait style que je me la posais quand même, et puis... Laisse-moi 2-3 jours pour réfléchir. Ah non, même pas, parce qu'elle l'a vu, hein. Quand je suis arrivée, déjà, elle m'a dit, oh là là, t'as plus la même tête. En fait, je le portais sur moi, quoi. Ouais. Elle m'a dit, t'as des projets? Je dis, ah bah oui. J'ai dit, j'en ai 1000 des projets. Elle m'a dit, tu t'épanouis? Ah bah oui aussi. Elle m'a dit, tu reviendras pas? Je pense pas, non. Mais bon, on sait pas, hein, de quoi est fait la vie, mais... Non, la seule chose, je m'étais dit... est-ce que je reprendrais pas sur un 50% pour développer ton activité à côté? Pour développer mon activité à côté. Et en même temps, je me suis dit, ça va me bloquer forcément en termes de planning. Est-ce que je me mets pas des bâtons dans les roues en faisant ça, en essayant de jouer la sécurité? Est-ce que finalement, je vais pas bloquer donc autant sauter dans le grand bain une bonne fois pour toutes et puis tout envoyer paître et commencer de zéro quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as des agendas très chargés. Ouais, très chargés, ouais. Tu suis combien de personnes en moyenne? En moyenne, là, j'ai une bonne grosse vingtaine de clients. Ce qui représente à aujourd'hui une bonne 40aine d'heures par semaine de coaching. Oui, uniquement. Parce que tu n'as pas que ça. Non, de coaching, c'est ça. En ce moment, on est sur du 40 heures, ce qui est beaucoup. Ça a toujours été ce rythme-là? Non, pas du tout. Non, première année, j'étais plutôt aux alentours de 15-20 heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup quand on démarre. Enfin, l'année dernière, j'étais sur du 25 heures en moyenne. Et là, cette année, ça a démarré très fort. Faut faire attention, parce que si ça continue, tu vas faire du 60 heures. Non. Alors là, je me suis fixé une limite. C'est-à-dire que, de toute façon, la limite, c'est mon calendrier. Oui. C'est que là, les créneaux sont tous pris. En tout cas, les créneaux 8h, 14h et 17h, 21h sont pris. Donc, je peux pas accepter de nouveaux clients. J'ai une liste d'attente, ce qui est quand même juste un luxe et je suis très heureuse de ça. Mais bon, en même temps, c'est un côté hyper frustrant, tu vois, mais... on va pas se plaindre. Hein. Oui. J'ai une liste d'attente parce que je peux pas dire oui et en même temps pas pouvoir caser des rendez-vous, c'est complètement bête. Et aussi parce que je me suis fixé que je ne coachais que du lundi au vendredi. Pour me laisser un petit peu de temps, alors pas perso parce que du coup j'ai l'autre activité en parallèle qui fait que je dois bosser aussi les week-ends, mais pour bien scinder les choses et puis quand même être sur un rythme différent le week-end quoi. Ouais. Parce que c'est du sport, on va dire ça comme ça. L'expression est bien choisie. Ouais. Donc t'as 40 heures par semaine rien que de coaching. Oui. Toi, en tant que coach, je suppose qu'il faut que tu te maintiennes un minimum en forme. Oui. Est-ce que tu y arrives? Pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. J'essaye. J'essaye au maximum. Au tout début du lancement du studio, pas du tout. Parce que en fait, c'était clairement plus ma priorité. J'étais tellement focus sur le studio. En plus, je me suis blessée juste avant d'ouvrir le studio. Donc ça a forcément impacté ça.
J'ai pas traité ma blessure parce que pareil, c'était pas ma priorité. Donc quand j'ai voulu reprendre correctement une fois que le studio était lancé, que ça y est, ça tournait, que c'était un peu rodé, bien que j'avais pas le planning que j'ai aujourd'hui, mais ça se faisait assez facilement. J'ai voulu reprendre, mais j'étais toujours blessée. Donc du coup, il a fallu que je me soigne là pendant 1 an. Je me suis soignée donc en 2018 parce que j'avais une tendinite du TFL. Donc voilà. Donc ça c'est on reviendra peut-être à ta pratique après, mais c'est lié, je suppose, à la course à pied. En tout cas, ça impacte la course à pied. Ouais, ça impacte la course à pied. Ça a été déclenché par pas mal de petites choses, mais ouais, je me suis fait ça bêtement. Je le sais. En plus, les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais c'est vrai en plus. Je savais très bien qu'il fallait pas que je cours ce jour-là. J'ai été invitée par une marque, je l'ai fait. Bah voilà, c'était pas une bonne idée, je me suis blessée. T'as joué, t'as perdu. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Au début, ça m'a pas forcément posé de problème parce que je sortais d'une grosse période de pratique. Et limite, ça m'a un peu soulagée de me dire que j'allais pouvoir stopper un peu, me reposer, me consacrer à autre chose, etc. Bon, après, ça revient vite. Au bout de 3 mois, j'avais déjà envie de courir et du coup, je me suis dit, oh, merde, va falloir que je me soigne. J'ai pas le temps pour me soigner, donc on verra ça plus tard. Et puis, forcément, quand on se soigne 1 an après une blessure, c'est quand même pas la même chose que si ça avait été pris à temps. Ça devient chronique, donc. Exactement, on est sur des douleurs chroniques maintenant, c'est génial. Donc du coup, voilà. Et là, en fait, maintenant, depuis que je suis à peu près soignée, je suis pas à 100% soignée parce qu'en plus, ce genre de tendinite, ça revient quand même régulièrement. Déjà, je cours plus dehors, qui est quand même hyper frustrant. Mais c'était en projet, là, dans les jours qui arrivaient, de retenter. Mais sinon, muscu et tout ça, j'ai repris de manière régulière. J'ai pas les mêmes objectifs qu'avant. Parce qu'avant, j'avais objectif prise de force pour le diplôme de coach. Donc, j'étais à fond de balle avec un objectif. En fait, l'objectif esthétique me suffit pas. J'arrive pas à me dire, je vais faire de la muscu pour être juste gaulée, en gros. J'arrive pas à ça. Je sais pas faire. Donc du coup, moi, je pratiquais vraiment la muscu dans un but de prendre de la force pour mes tests de coach. Donc quand j'étais là-dedans, j'étais hyper focus et je m'entraînais 3-4 fois par semaine intensément. J'arrivais pas forcément à faire plus de toute façon, donc ça me convenait bien comme rythme. Là aujourd'hui, en fait, je m'entraîne parce que j'aime ça. Mais bon, je mets pas l'intensité que je mettais avant parce que globalement, j'ai pas d'objectif. Là, t'es plus t'étais dans une vision du sport qui était peut-être plus challenge, compétition, compétition, genre, guillemets, mais le côté te dépasser. Et aujourd'hui, t'es plus dans une question d'hygiène de vie, d'équilibre. Exactement. Plutôt forme, bien-être, santé. Donc en plus de ça, je m'infligerai pas ce que je me suis infligé entre guillemets parce qu'à cette époque, je le vivais très bien et j'avais pas de souci avec ça. Donc, mais aujourd'hui, non. En fait, je suis pas prête à faire les sacrifices que je faisais à ce moment-là. Aujourd'hui, parce que j'ai un rythme de vie qui est différent, parce que là je pratique le sport quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin aussi pour évacuer, pour voilà, parce que j'aime ça aussi, forcément, parce que sinon faudrait à nouveau que je change de métier. Oui, c'est ça. Donc ce serait compliqué. Puis même j'en ai pas envie, mais ouais, là en ce moment, en tout cas pas de pression là-dessus. Et pareil, ma pratique muscu me sert à pouvoir reprendre la course à pied. Tout à fait. Qui pour le coup est mon sport de base. Moi j'ai commencé le Insta avec ça. Après j'ai eu d'autres sports dans ma jeunesse, etc. Plus tôt dans ma vie, mais quand vraiment j'ai repris les choses, c'est la course qui me fait vibrer, quoi. Et encore maintenant. Donc la course à pied, tu t'y es remise. Tu disais que tu t'étais remise après une période de pause de sport, c'est ça? Ouais, en fait, quand je me suis rendu compte que physiquement je ressemblais plus du tout à ce que je pensais ressembler, je me suis mis en photo, j'ai fait mais qui est cette personne? Et du coup là, je me suis dit mais il va falloir s'y remettre. C'est pas possible, quoi. Et j'ai pensé à courir. En fait, je sais pas pourquoi. J'avais un vieux souvenir quand même j'avais acheté un tapis de course quand j'étais plus jeune. Je courais dessus, j'adorais. J'adorais. Quand t'as 18 ans et que t'adores un truc, quoi, pas. mais du coup, après, ouais, je me suis dit tiens, allez, on va s'y remettre. Et j'ai adoré. Donc dès le début? Non, pas dès le début, non. Non, parce que c'est dur. Non, en plus à l'époque j'avais couru la première fois avec mon conjoint et c'était une catastrophe, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il partait trop vite et que ça t'a déprimé? Ouais, et puis parce qu'il comprenait pas justement que moi je m'arrêtais, que j'arrivais pas à reprendre mon souffle, que
c'était hyper dur, quoi. Et alors je dis pas que tous les hommes ont un problème de pédagogie, mais pour le coup, on n'a pas la même pédagogie, quoi. Et du coup, ouais, il m'avait cassé les pieds. Donc j'ai recouru après toute seule. Là, pour le coup, j'avais beaucoup moins de pression, et puis je me suis dit, bah c'est toi face à toi. Donc et en fait, je me suis fait grappiller des paliers, quoi. Allez hop, on gratte 5 minutes, et puis il y avait à l'époque, il y avait Nike Plus. Ouais. Et j'avais un challenge avec des potes sur le nombre de kilomètres. Ouais, et du coup, bah en fait, là, l'esprit de compétition est revenu. Oui, oui. Et là, je voyais les kilomètres au fur et à mesure, etc. Puis des fois, je me disais, oh là là, il a 5 kilomètres de plus que moi, j'y retourne demain, je m'en fous. Donc en plus, il y avait ça, il y avait le côté de challenge. Il y avait le côté de challenge, il y avait le côté compétition. Mon corps forcément a changé, ma forme, j'ai pris confiance en moi parce qu'en plus j'étais capable de courir 1 kilomètre de plus. En plus, avec la course à pied, je trouvais ça super cool parce que t'as une phase de progression. Plus tu démarres, plus tu galères dès le début, plus c'est génial parce que et notamment avec l'application, c'est pareil, j'avais couru un petit peu avant, je m'étais acheté une paire de baskets, il y avait pas ces applications de suivi, donc bon, du coup j'avais fini par laisser tomber, et quand je m'y suis remise il y a 3 ans, l'application c'est super motivant parce qu'on voit vraiment en fait le suivi, son allure qui voilà, qui s'améliore, et ça permet de quand puis t'as des trophées, t'as des médailles. Voilà, c'est ça. Moi je me suis vue courir le 25 décembre pour avoir le trophée Noël. Non, mais c'est super motivant quand on a un petit côté un peu, moi je suis un peu comme toi, le côté challenge, bien, voilà. Mais je trouvais ça cool, motivant, C'était ludique, en fait. Ouais, tu vois, il y avait le côté, et puis du coup, mon corps a changé, ça j'étais contente, hein, faut pas non plus se leurrer, pas se mentir. En tout cas, j'étais contente. Après, j'ai commencé à avoir un corps de runneuse. C'est-à-dire un corps sans forme. Vraiment, plutôt les muscles très fins, etc. Et en fait, pour la première fois, c'est là où je me suis dit que mon rapport à mon corps et même à l'idéal esthétique que je m'étais fait il y a quelques années avait changé. Parce que pour le coup, j'aurais rêvé d'être comme ça, genre 10 ans avant. Et en fait, là, non, parce qu'il me manquait des formes, quoi. Je me suis dit, pourquoi j'ai plus de fesses? Pourquoi Alors, ça arrive pas à toutes les runneuses, hein, mais pour le coup, moi, ça avait été le cas. Et là, ouais, je me suis dit, il va falloir faire de la muscu. J'en ai fait pour me regalber et en plus pour servir à ma pratique du running, pour éviter de me blesser. Donc du coup, c'est comme ça que j'avais commencé la muscu et tout s'est enchaîné. Et donc, qu'est-ce que tu trouvais qu'est-ce que t'aimais dans la muscu, parce que c'est assez différent. C'est complètement différent. C'est assez différent. Ouais. Déjà, je pense que le running, tu le pratiques en extérieur. Alors si j'ai bien compris, quand même, t'es passé du running pour avoir, pour à l'époque peut-être perdre du poids, te faire, voilà. Et t'es passé au-delà de cette vision-là. T'as fini par aimer ça. Aimer ça, le côté challenge. Vraiment. Ouais, puis la liberté. Enfin, quand je te parle de courir, j'ai des frissons. Parce que courir, c'est vraiment la sensation. Enfin, c'est c'est libre. Toi, t'es libre, tu vas où tu veux. Tu vas où tu veux, tu cours, tu réfléchis pas, enfin c'est trop bien. Ouais, j'ai un frisson là. Ça me manque. Mais bon. Ouais, la muscu non, c'est différent, c'est complètement différent. Ça se pratique en intérieur? Ouais, pratique intérieure, le type de fatigue est complètement différent, même la sensation, tout est différent en fait. C'est complètement opposé quoi. Et t'as aimé ça tout de suite? Alors le premier mois, j'ai envie de te dire non, parce que le premier mois c'était horrible. Je m'en souviens d'ailleurs, mon premier mois de muscu intense. En plus, mais j'ai fait les mêmes erreurs que tout le monde, hein. C'est-à-dire que je suis passée de rien à tout. T'arrivais pas à marcher pendant un mois. Puis c'est pas ça, c'est qu'en plus j'ai une capacité, moi je pense, de récup qui est quand même assez faible. Et du coup, j'étais crevée, mais je n'en pouvais plus parce que j'étais passée donc de rien à 5 séances par semaine. Oui, forcément. D'accord. Donc pourquoi? On t'avait conseillé de faire ça ou c'est toi qui avais envie de faire ça à fond? On m'a conseillé de faire ça. Donc j'ai écouté moi, hein, je me fie aux pratiquants, tu vois, et en fait non, j'ai remis en question assez vite d'ailleurs, parce que je me suis vite rendu compte que j'étais crevée et ça me servait pas quoi. Au final, ça n'a pas du tout été progressif. Ah non, on peut pas parler de progression, non. Ça a été hyper radical. Mais j'ai vite compris qu'il y avait une limite et j'ai revu ma pratique et effectivement ça me correspondait plus du 3-4 séances semaine, ce qui était déjà pas mal, mais j'avais une capacité d'entraînement importante quand même du fait d'avoir couru pendant un moment et donc physiquement j'étais en bonne forme, ouais. Donc voilà.
Et non, après oui, j'ai commencé à aimer, pas tout de suite, mais on va dire au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à me dire putain c'est pas mal, physiquement j'ai un peu plus ce que je voulais. Et en même temps, j'étais torturée parce que j'avais envie de courir, mais je courais toujours un petit peu, mais je sentais que vu que je courais moins, en fait, les deux sports étaient pas... T'as eu du mal à mixer les deux? Ouais, j'ai eu du mal à mixer les deux. En plus, on me disait, si tu veux prendre du volume musculaire, ben, tu peux pas courir. Bon, c'est radical, hein, pareil, on me donnait des infos très brutes. Donc, j'étais un peu le cul entre deux chaises, encore une fois. Et quand j'ai vraiment décidé pour le coup de devenir coach et que j'ai su ce qu'il fallait que je fasse physiquement pour devenir coach, j'ai mis de côté complètement la course à pied. Et c'est là où vraiment j'ai pris plaisir à la muscu parce que vu que je faisais plus que ça, là pour le coup j'étais vraiment concentrée là-dessus et je prenais plaisir. Puis t'avais un objectif aussi, il y avait un objectif autre que physique qui était de réussir tes tests pour entrer en formation. C'est ça. Donc dès l'instant qu'il y a cette dimension, il y a un objectif, donc oui, il faut l'atteindre quoi. Il y a pas d'option, il y a pas de non, on y va. Et donc à partir de ce moment-là, et l'année de muscu que j'ai le préféré, c'est celle où j'étais en formation, parce que là en plus j'avais les billes, j'avais les infos vraiment où je savais ce que je faisais. Avant je pratiquais par l'expérience d'autres personnes, etc. Mais moi je me questionnais beaucoup. Mais j'étais un peu perdue parce que T'étais pas coachée? T'étais conseillée mais pas coachée, c'est ça? J'étais pas coachée, ouais, j'étais conseillée. Et du coup, quand je suis rentrée en formation, mais ça a tout changé. Et au bout de 3 mois, j'ai une progression que j'avais jamais eue. Enfin, c'est... Parce que t'as compris pourquoi tu faisais certains exos. Ouais, et puis même au niveau de l'alimentation, enfin, il y avait plein de choses que je faisais pas correctement, quoi. Comme quoi? Je mangeais pas assez. Intéressant. Ouais. Et j'ai jamais autant séché que quand j'ai mangé plus, quoi. Ouais. Donc, tu l'expliques comment? Parce que j'avais plus d'énergie, donc plus d'intensité sur mes trainings, donc je poussais plus fort, je poussais plus longtemps, je faisais des meilleurs entraînements, de meilleure qualité, donc forcément et puis je récupérais mieux, donc je construisais mieux du muscle et voilà. Donc t'as compris, j'ai compris l'équilibre entre exact, la bonne hygiène de vie. C'est ça. Donc du coup et puis là je me suis éclatée, Après c'était dur psychologiquement pour moi parce que de base je suis plutôt quelqu'un d'endurant mais pas quelqu'un de fort. Ça c'est pareil, il faut se connaître pour le savoir. Donc je l'ai appris quoi, je le sais maintenant. Mais ça a été une lutte contre moi-même pendant 1 an pour mes tests parce que je me disais que j'y arriverais jamais, que physiquement j'étais pas à la hauteur, donc je m'entraînais comme une acharnée, avec raison parce que j'étais pas partie sur du volume énorme d'entraînement parce que je savais que je pouvais pas. Par contre, c'était comme ça, c'était pas autrement. Il fallait absolument que j'y arrive. Je partais en vacances, je prenais une salle pendant les 2 semaines où j'étais en vacances parce que il était hors de question que je m'entraîne pas. Enfin. Chose que, par exemple, aujourd'hui, je suis capable de faire, de pas m'entraîner pendant 2 semaines. Ça va me manquer, mais c'est différent, quoi, le rapport que j'ai. Et puis voilà, enfin, la force, c'était vraiment dur pour moi, nerveusement et tout. Et puis voilà, finalement, j'ai réussi. J'avais une super condition physique à ce moment-là. Je m'étais pas blessée, enfin, tout allait bien dans le meilleur des mondes, quoi, donc... Ça t'a apporté la force, justement, tu disais que c'était pas ton point fort, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça t'a apporté, j'en sais rien, physiquement, mais peut-être moralement aussi, mentalement? Oui et non. Parce que, en fait, en gros, ça m'avait demandé quand même beaucoup. Donc, aujourd'hui, je suis pas du tout prête à... Même si, par contre, physiquement, esthétiquement, j'étais à cette époque-là, sans m'en rendre compte d'ailleurs, j'étais à cette époque-là comme j'aimerais être tout le temps. Je suis pas prête aujourd'hui à faire tout ça. Rien que pour ça. Faudrait vraiment que... Aujourd'hui, par rapport à ce que tu recherches dans le sport, ça correspond plus. Ça correspond plus à ce que j'ai envie pour moi et puis parce que ça me coûtait vraiment. Enfin, nerveusement, c'était vraiment dur, quoi. Enfin, donc, parce que les tests de coach, d'un point de vue physique à l'époque, c'était vraiment, il faut porter tant sur le squat, il faut porter tant sur le développé couché, etc. Alors ce qui en soi en plus ne sert pas à l'avenir dans le job de coach, hein. Enfin il faut être solide, il faut être en bonne forme, mais pour moi je trouve ça un peu bizarre de se baser là-dessus pour définir la forme physique de quelqu'un.
Voilà, donc et voilà, enfin au final non, ouais, ça m'a apporté oui parce que je sais que je suis capable. Je sais que si demain vraiment je me remets dans ce mode-là, oui, je peux y arriver. Après, est-ce que ça en vaut la peine là aujourd'hui? Je suis pas sûre, quoi. Enfin. Ouais. Ton sport, c'est toujours la course à pied? Bah j'espère. Tu parlais de ta blessure. Tu l'as eu du coup juste après ta formation, c'est ça? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mes tests, en fin de formation, avant mes tests de coach, je suis tombée malade. J'ai eu une infection au niveau du système digestif qui m'a mis KO. J'ai perdu 5 kilos en 10 jours. Donc pour dire que c'est du muscle, hein, c'est pas de la graisse quand c'est comme ça. J'ai été hospitalisée, enfin ça a été une cata. Ça c'était 4 semaines avant mes tests finaux. Donc quand j'ai passé mes tests, j'étais pas du tout en forme physiquement pour le coup, alors que j'avais passé mes tests blancs un mois avant, c'était génial, c'était easy. Tests finaux, ça a été une cata. Je les ai validés, mais alors dans la douleur, je me suis blessée au dos et je courais. Donc cette fameuse course de 10 km une semaine après. Donc non seulement je sortais de cette infection, je m'étais blessée sur mes tests au dos et une semaine après je me lance sur un 10K alors que j'avais pas couru depuis des plombes et des plombes. Donc c'est un mix de plein de choses en fait qui ont fait que je n'aurais pas dû courir ce matin-là. Je le savais en plus au fond de moi, j'avais pas envie. Quand on n'a pas envie, faut je pense pas trop se forcer quand même, si c'est juste une question de ressenti. Enfin, le ressenti, je trouve ça important quand même. Et du coup, j'aurais pas dû y aller. Et dès le 3e kilomètre, j'ai senti grosse tension sur le côté. Sur le côté, ouais, le TFL, c'est sur le côté sur le côté du genou et de la cuisse. Et du coup, là, je me suis dit merde. J'avais un lièvre. Et mon lièvre, je lui dis parce que bien sûr, en plus, je n'avais pas couru, mais par contre, j'avais un objectif. Bah bien sûr. Qui était de 10 km en 40 minutes. Non, alors non, parce que pareil, je suis pas rapide. Non, c'était moins d'une heure. Ouais. Normal. Enfin... Pour ton ego, bah peut-être. Oui. Je suis coach maintenant, donc. Ma fierté, mon ego, tout ce que tu veux, un tas de mauvaises raisons. Et du coup, mon lièvre, je lui dis, j'ai mal. Elle me dit, comment ça t'as mal? Je dis, j'ai mal au côté du genou. Elle me fait, on s'arrête? Je dis, ah bah non. Je dis, non, on s'arrête pas. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, ah non, on ne s'arrête pas. Je lui dis, je fais les 10 km, je fais les 10 km. Donc je fais les 10 km en moins d'une heure, évidemment, et je passe la ligne d'arrivée, tout va bien dans le meilleur des mondes, et au bout de 15 minutes, j'ai une copine qui arrive de sa course, et là je veux pour courir la rejoindre, et là, mes jambes de bois, la jambe qui ne veut plus. Et là je me dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, moi je comprends pas, le petit déni post-blessure, bah, enfin... Et ouais, et là je me dis, ça pue quand même un peu. 3 heures après, je pouvais plus poser le pied par terre. Et puis bah après, j'étais blessée quoi. Et puis tout de suite, j'ai su ce que c'était. Je savais très bien parce que c'est très connu. C'est hyper connu des coureurs. Je venais de passer 6 mois de enfin j'avais fait de la préparation physique pour quelqu'un qui courait, etc. Donc j'étais en plein dedans quoi. Je savais très bien ce qui m'arrivait. Mais bon voilà. Après, t'as joué. J'ai perdu. C'est ça. Et mais comment donc t'es passé du coup du stade de vraiment le TFL qui s'est réveillé en pleine course. T'as fait quoi après? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait? T'as arrêté de courir du coup? Ouais. J'ai pas fait de muscu pendant un moment, j'ai pas fait de course pendant un moment. Parce qu'en gros ça c'était en octobre, c'était le premier week-end d'octobre et j'ouvrais le studio 3 mois après. Donc j'étais à fond dans recherche de matos, machin. En plus j'avais écrit un e-book en parallèle. Enfin, je m'étais tiré une balle dans le pied encore. T'as fait plein de choses. Oui, c'est ça. En fait, je me lance toujours dans des projets parallèles en même temps qu'un gros projet. Donc du coup, forcément, c'est le bordel. Donc non, c'était pas du tout ma priorité. Donc je m'entraînais pas et c'était pas grave quoi. Si tu devais refaire, si tu devais revivre ça, tu referais les choses. Bah oui, je pense que je referais pareil par contre. Ah oui. Parce que j'arrive pas à prendre. C'est ta personnalité. Et puis parce que finalement ça s'est bien passé. Donc il y a pas de raison de faire autrement si ça s'est bien passé. Ça m'a coûté peut-être des points de vie, je sais pas, mais en soi ça m'a pas coûté grand-chose. Mais ouais, non, je referais pareil, je pense. Ouais. T'as parcouru, donc ta blessure elle est devenue quand même par contre c'est devenu un bordel. Enfin ouais, c'est devenu compliqué. Là, ça me gênait au niveau de mes coachings en plus au début. Là, vu que j'ai fait 1 an de rééduc, donc en fait j'ai fait beaucoup de cryothérapie, kiné,
réathlétisation, parce que forcément, en plus, ce que j'ai fait de rien faire, c'est le dernier conseil qu'il faut donner, c'est que, en gros, faut rester en mouvement, quoi qu'il arrive. En gros, faut pas du tout que la zone se fige, se démuscle, etc. Et plus je perdais du muscle, plus j'avais mal, mais plus j'avais mal, moins je faisais, donc voilà. Ouais. Un bon cercle vicieux comme on aime. Exactement. Et du coup, j'ai fini par me mettre face à mes responsabilités un petit peu, parce que bon, mon corps c'est mon outil aussi aujourd'hui, donc si je suis pas en forme, j'ai que 31 ans. Si je veux faire ce métier encore longtemps, il va falloir que je sois en forme, quoi. Donc je me suis remise en question à ce moment-là parce que j'avais plus de temps aussi et que voilà. Mais ouais, donc kiné, cryo, moi à titre perso muscu, massage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu à nouveau mon hygiène de vie. Au niveau alimentation, etc. Enfin, il s'est passé plein de choses pour arriver bout à bout à ce que aujourd'hui j'ai plus de douleur pendant mes coachings, déjà, ce qui est une grande chose, que je puisse recourir une demi-heure sur tapis sans trop de difficultés. J'ai des gènes, mais on peut plus considérer que ce soit de la douleur, parce que maintenant c'est effectivement de la douleur chronique, donc c'est mon cerveau qui envoie un message de douleur. Mais en soi, j'ai plus d'inflammation, quoi. Donc gros travail dans la tête, parce que quand on est blessé en plus longtemps, pour vraiment se refaire confiance à son corps, etc., c'est très compliqué. Première fois j'ai couru 30 minutes sur le tapis, j'ai pleuré, quoi, parce que je me suis dit putain c'est génial, j'y arrive, quoi. Mon cardio va bien, donc ça c'est cool, mais par contre ouais, la jambe, pour le moment j'en suis là. L'étape 2 ce serait là d'aller courir dehors. Certainement pas longtemps, au feeling. En fait, j'y vais hyper progressivement parce que j'ai peur. C'est ça. Ce qui va un peu à l'encontre de ta personnalité, de ton instinct naturel. Exactement. Qui est de foncer. Ouais, c'est vrai. Non, là, c'est le seul truc sur lequel je suis assez prudente parce que j'ai fait des redémarrages en trombe sur la course qui ont été plus que catastrophiques. Donc du coup là ça me freine en fait, c'est le seul domaine dans lequel je me freine et je me fixe des barrières pour pas faire n'importe quoi. Et tu le vis bien? Maintenant oui. Ouais, je l'ai accepté en fait, parce que ça a mis du temps. En fait, souvent j'ai dit j'aurais préféré me péter un truc. Au moins c'est cassé, tu sais que t'en as pour 3 mois, 6 mois et hop après c'est reparti, quoi. Les tendinites ou les douleurs comme ça qui viennent un peu et qui vont machin, c'est un enfer à traiter parce que c'est usant psychologiquement. Ouais, c'est ça. Psychologiquement en fait, ça dépend de tellement de choses, et même tu vois, il y a un moment donné on m'a dit le genou droit, c'est le genou de l'émotion. C'est mon kiné qui me l'a dit en plus. Mon kiné m'a dit tu connais l'expression être à fleur de peau? Je dis ouais. Il me dit ton tendon, c'est le reflet de ça. Il me dit, tant que tu ne seras pas bien dans ta vie, ton genou t'enverra des messages. Je dis, ok, mais pourtant je suis bien fait. Bah pas autant que peut-être ce que tu penses, tu vois. Et effectivement, du coup j'ai changé aussi des choses dans ma vie personnelle qui, je pense, aujourd'hui ont impacté. Et dès l'instant que ma situation personnelle s'est débloquée, j'ai eu des grosses améliorations sur mon genou. Donc c'est quand même assez bizarre, et en même temps je le dis aussi souvent à mes clientes, c'est que le corps reflète l'âme, et c'est dans tout, c'est comme ça, c'est que le corps envoie des messages. Donc il faut l'écouter, il faut en prendre compte, même s'il faut pas toujours trop s'écouter, mais il faut quand même l'écouter. Et est-ce que t'avais peut-être pas fait ce fameux 10 km où tu savais qu'il fallait pas que tu y ailles? Mais oui, non, je me suis pas écoutée, j'avais pas envie. Donc t'as changé un peu ta vision quand même du sport et même de ton corps. Ouais, ça a beaucoup changé. Ça a évolué, mais en fait, je pense que ça évoluera encore. Enfin, la vie, c'est pas juste à l'instant T, on est comme ci et on va être comme ça toute sa vie. Enfin, je pense que il faut se laisser aussi un peu porter selon ses envies, selon son rythme de vie, etc. Et se faire confiance et faire confiance à la vie, parce qu'au final, cette blessure, elle est peut-être pas arrivée là pour rien. Ouais, non, c'est clair. C'est même sûr. Ça m'a permis de me remettre en question, ouais. Ouais.
Est-ce que c'est, je pense que, enfin, c'est intéressant quand tu parles du corps, de l'âme. Je pense que c'est aussi ce que tu essayes de transmettre comme message depuis janvier à peu près. Est-ce que tu as un autre projet, parce que tu en as plein en parallèle. On va pas tous les aborder, sinon je pense qu'on en a pour 2 heures. Ouais. T'as lancé donc au 1er janvier 2019 sur ton blog donc un projet d'éphéméride qui s'appelle donc 365 jours pour s'aimer. Tout à fait. J'ai réussi à bien le dire. Bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et quel est l'objectif derrière justement? Ouais, alors 365 jours pour s'aimer, donc c'est effectivement un éphéméride, c'est-à-dire que chaque jour je poste un article sur mon blog, donc un article par jour pendant 365 jours. Effectivement, c'est beaucoup de boulot. Je l'ai lancé ça parce que donc ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je suis sur Instagram. J'avais la sensation là depuis quelques temps, depuis que j'ai le studio en fait, parce que vu que je suis beaucoup prise par mes coachings, j'avais la sensation sur Instagram d'avoir un contenu très superficiel, c'est-à-dire mettre des jolies photos de temps en temps, faire un petit coucou, mais j'avais plus la sensation d'apporter quelque chose aux personnes qui me suivent. Voilà. Je suis partie du constat que je n'ai jamais été blogueuse. J'ai toujours pensé l'être, non parce que je me mentais pas, mais j'avais un blog mais qui n'était pas alimenté. En fait, je mettais un article tous les 3 mois, j'en mettais plusieurs d'affilée parce que ça me donnait bonne conscience, et puis après je revenais pas pendant 6 mois. Donc ça, mis bout à bout, je me suis dit non seulement ton blog, en fait, c'est un peu bullshit, t'es pas blogueuse quoi, et de 2, manque de contenu, manque de je donne aux gens. J'ai écrit des e-books, j'ai écrit des trucs, je vends des e-books en fait, je vends de la presta de coaching, je vends beaucoup de choses, mais j'avais la sensation de ne rien donner. On m'a dit que si, mais moi j'ai pas la sensation, et du coup j'étais hyper frustrée de ça, et aussi parce que je m'empêchais d'écrire. Je m'empêchais de donner mon avis, je m'auto-censurais, mais tellement. Pourquoi? Parce que j'avais peur, parce que je me sentais pas légitime, parce que j'avais l'impression que tout avait déjà été dit, parce que voilà, fallait se positionner en plus, parce qu'il faut dire non, moi je pense comme ci, je pense pas comme ça. Faut l'assumer. Il y avait un tas de raisons qui faisaient que je le faisais pas. Puis je me suis dit mais pourquoi tu le fais pas en fait? Et des idées, j'en avais plein. Bon, en l'occurrence, faut que j'en ai 365 pour le coup. J'en ai presque 365, mais bon. Et du coup, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je me suis dit, il faut que je me challenge. Il faut que ce soit un peu un truc qui n'ait jamais été fait pour le coup. Ça n'a jamais été fait, mais je comprends maintenant pourquoi. Même si je me rendais compte, dans la pratique. Du coup, je me suis lancée. Un article par jour, 365 jours pour s'aimer. Et je me suis dit aussi, surtout, c'est que ce n'est pas que le sport et que la nutrition. C'est aussi beaucoup de l'épanouissement personnel, de la confiance en soi, ma vision de la vie à aujourd'hui, ma vision du bonheur, ma vision... Et aussi parce que ça, maintenant, je suis apte à le faire. Et peut-être qu'il y a 3 ans, je ne l'étais pas. En tout cas, j'étais aux prémices de ça. En fait, j'avais pas une vision concrète de ce qu'est le bonheur et de ce que ça peut être en fait, et je pense que maintenant je suis capable de me dire le bonheur c'est ça, et peut-être que il y a des pistes, des choses auxquelles les personnes ne vont pas penser, comme moi j'y ai pas pensé, alors que maintenant ça me paraît évident. Et pourquoi maintenant et pas il y a 3 ans? Parce que je pense que je suis beaucoup plus épanouie maintenant, et que toute ma vie aujourd'hui c'est construite dans un seul et unique but, c'est d'être heureuse. Peu importe les choses qui m'entourent, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, le but c'est d'être heureux. Donc à partir de ça, je mets des petites choses en place dans ma vie à moi, mais qui peuvent être transposées à la vie de tout le monde en fait. C'est des fois juste une prise de recul, c'est des fois juste un questionnement, c'est hyper vaste quoi. Est-ce que le risque, c'est pas d'être toujours en quête, en recherche du bonheur et de peut-être passer à côté, justement? Non, parce que du coup, je pense que je suis heureuse là, justement. Et que je suis capable, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre d'être heureuse à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que t'en es sûre? Comment t'arrives à... Le ressenti, en fait. J'arrive à être heureuse de plein de choses, en fait. Tu vois. Et en même temps, c'est ce que j'expliquais il y a pas très longtemps d'ailleurs dans un de mes articles. C'est que on décide d'être heureux.
si tu veux, je pense que on se réveille pas un matin en se disant, ah bah tiens, ça y est, enfin, je suis heureuse. Non, c'est soi-même détecter dans sa vie tout ce qui peut nous rendre heureux. Mettre de la conscience sur exactement. Plein de petites c'est être choses. conscient des choses et si c'est de boire un café en regardant le ciel le matin, ce sera ça en fait. C'est un petit moment de bonheur qui va contribuer à un bonheur global. Et oui, aujourd'hui, je suis capable de parler de ça parce que je suis très heureuse et c'est basé sur un tas de choses et qui dépendent pas des autres. De toi. Mais qui dépendent de moi, ouais. Et comment t'as eu le déclic, toi? Le déclic... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux en parler, alors qu'il y a 3 ans tu pouvais pas en parler? Parce que j'étais pas dans la même situation personnelle il y a 3 ans. J'étais dans une relation depuis très longtemps, que j'avais connue très jeune, etc. Et j'étais assez enfermée dans cette relation, sans que ce soit une relation néfaste ou nocive, c'est pas ça. Mais je ne me connaissais pas moi-même au final, parce que j'ai grandi avec cette personne, mais moi toute seule, j'avais pas pris de recul là-dessus en fait. Je me connaissais sans me connaître. J'avais pensé à 2 quasi toute ma vie. Au final, j'avais jamais pensé par moi-même, juste pour moi, faire des projets pour moi. Et même le coaching, le fait de te reconvertir, il y a une partie qui était pour 2. Non, c'est justement, ça a été le prémisse de je pense à moi. Ouais. Ça a été vraiment le début de je me lance dans ma vie moi toute seule. Et du coup, c'est ce qui a déclenché un tas de choses sur les années qui ont suivi, parce que j'ai pris mon envol, j'ai pris aussi confiance, et puis j'étais heureuse toute seule, quoi. Donc, je suis sortie de cette relation pour me connaître moi-même et pour me rendre compte que aujourd'hui, je peux être heureuse toute seule, par moi-même. Et voilà, Ouais, qu'un couple, ça doit être du bonus, finalement. C'est, exact, je sais pas le dire en plus. Allez, moi je le dis, parce que je pense exactement la même chose. Mais j'avais pas cette vision-là avant. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, si demain je suis en couple, il faut que ce soit que du bonus. C'est ça, de pouvoir être bien dans sa peau, dans ses baskets, et ça veut pas dire que quand ça se passe pas bien, ça nous affecte pas, mais qu'on en tout cas, on se sent solide pour peut-être affronter, et peut-être aussi vivre les choses sincèrement et pas essayer de combler des manques. C'est ça. Ouais, non mais c'est ça. De toute façon, il faut s'aimer soi pour pouvoir être aimé des autres, etc. Il y a un tas de choses qui font que je suis arrivée à un tas de conclusions. Et qu'aujourd'hui, t'as envie de les partager. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, putain, c'est quand même cool d'être heureux, tu vois. Faut que tout le monde en profite. Ouais. En plus, j'étais pas malheureuse, qu'on soit clair. J'étais loin d'être malheureuse, mais sur papier. T'avais peut-être un filtre, en fait. Ouais, j'avais un gros filtre. Je m'autorisais. Il y a plein de choses que je m'autorisais pas, et qui aujourd'hui, en fait, je ne réfléchis pas à, si j'ai envie de regarder un Disney un soir toute seule avec un chocolat chaud, je vais le faire en fait, parce que je m'en fiche, quoi. Et puis ça me rend heureuse, donc voilà. Puis à contrario, si j'ai envie de bosser 60 heures par semaine et que ça me rend heureuse, je vais le faire aussi, quoi. Donc tu fais un peu faut péter un peu les barrières de peut-être la pression sociale aussi, est du CDI en RH, 28 ans, le couple, etc. Et se dire et que c'est pas important, ce qui compte, c'est juste être heureux. Ouais, et en accord avec soi, en fait. Et la pression sociale, oui, joue énormément. En tant que femme, peut-être encore plus. C'est-à-dire parce que il y a encore des fois une vision un petit peu arriérée des choses où on va te dire, Manu, 30 ans passés, va falloir l'horloge biologique. L'horloge biologique, vous êtes gentil, mais bon, jusqu'à 40 ans, a priori, ça devrait pouvoir le faire. Et puis, alors c'est pas que j'y pense pas, en plus. Le pire, c'est que ça fait partie de mes projets de vie. J'en ai envie. T'as peut-être pas besoin qu'on te le rappelle tous les 4 matins. Déjà. Et puis, en gros, aujourd'hui, ma situation perso et pro fait que, c'est pas la priorité et c'est pas d'actu, mais c'est comme ça, c'est pas, Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout, et du coup, non, la pression sociale, c'est quand même quelque chose. Et puis les gens projettent peut-être sur toi leurs propres craintes, leurs propres. Oui, forcément. Non, forcément. Et puis là, en ce moment, on me dit, mais tu vas refaire ta vie.
Comment ça, je vais refaire ma vie? En fait, ma vie, je la fais tous les jours. Et ça va être l'objet d'un futur post d'ailleurs. Je fais ma vie en fait. Enfin, refaire sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux? C'est quoi le concept? Enfin, non. Non, en fait. c'est que du bonus. Et peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pensé ça. Ouais. Peut-être, parce que j'avais pas la maturité ou le recul de me dire, on peut être toute seule et être heureuse, mais je veux trop être avec quelqu'un, moi. Ouais, mais non. Combler des choses. Ouais, c'est ça. Enfin, mais non. Ouais. C'est marrant, on dirait que ta vie a, paradoxalement, mais si tu veux plein de choses, t'as ralenti, enfin, dans le sens où tu faisais les choses peut-être à fond pour les objectifs et que maintenant tu les fais pour le sens que ça, oui, c'est vrai. Ça apporte. C'est vrai, j'apporte plus de sens aux choses, ouais. Ça c'est vrai, je prends plus le temps. J'ai appris un petit peu à être patiente. Alors c'est encore en cours, hein, parce que je suis quand même assez hyper active et proactive, je pense. Mais ouais, je pense que j'apprends à être un peu plus sage. Ouais. C'est la trentaine, ça. Enfin, je pense. Le cap. Ouais. La crise de la trentaine, c'est plutôt positif. Ouais, ça va, ouais. Là, pour le moment, c'est plutôt cool, ouais. Non, oui. Tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour le coup, même les difficultés aujourd'hui, j'arrive à me... Enfin, j'ai des coups de mou, hein, comme tout le monde. J'ai des coups de moins bien, des coups de blues, etc. Mais... je les gère, en fait, je les gère bien, je les assume aussi, parce que, en fait, ça aussi, c'est important. Enfin... Parce que t'as peut-être plus confiance en toi aussi. Oui, c'est vrai, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, j'ai pris confiance en moi, et pareil, hein, ça, c'est pas pérenne, hein, c'est mis à rude épreuve constamment, mais on se remet en question, et on avance, et voilà. Et le sport peut être un moyen d'avoir confiance en soi. Oui, c'est un bon vecteur de confiance en soi, oui. C'est épanouissant le sport et dans tous les cas c'est bon pour la santé, c'est bon pour un tas de choses, donc moi je peux que encourager à faire du sport forcément, et sous toute forme, sous n'importe quelle forme en fait, on peut trouver une manière de faire une activité physique qui nous épanouisse et qui nous pousse vers le haut en fait. Enfin, pour moi, il n'y a aucun sport qui va tirer vers le bas, globalement, à part ceux dans l'extrême ou qui risquent de blessures énormes, etc. Enfin, chacun son sport, mais ce serait bien que tout le monde ait un sport. Ouais, c'est ça. Il trouve son sport. Ouais, voilà. On va passer à une petite rubrique de questions qu'on va appeler, que j'appelle maintenant les questions tac au tac. Yes. Il y en a pas beaucoup, simplement que tu me répondes le plus rapidement possible à la première chose qui te vient à l'esprit. Tu peux revenir dessus après, hein, si tu penses que, parce que je vois que t'as un coup de chaud là, tu vois. Donc non, le but c'est juste voilà, c'est assez simple. Ta chanson inavouable que tu écoutes quand tu fais du sport. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Génial, j'adore. Je suis une grande fan de Céline Dion, ça me va tout à fait. Ça me booste. Je pense que je ferai une playlist des chansons inavouables des invités du podcast. Je pense que ça risque elle est prévue aussi, moi, sur 365, mais je suis pas sûre d'assumer tout, hein. Ah, si, faut assumer, Céline, c'est génial. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, en coaching, il m'est déjà arrivé de faire des séances complètes à la demande de mes clients sur du Céline Dion. Ah bah voilà. En me disant, on écoute quoi? Est-ce que tu veux Manu? Arrêtez, on va mettre Céline Dion. Ok, on met Céline Dion. Non mais vous êtes pas sérieux? Si, trop bien. Alors avec 365 jours pour s'aimer, c'est pour que je m'aime encore. Il faudrait que j'aime encore faire un remix. Encore et toujours. Encore et toujours. Ta plus grande fierté en tant que sportive? Ouh là là. Là, du tac au tac, ma plus grande fierté en tant que sportive. C'est hyper dur cette question. Tu sèches? Ben ouais, je sèche. Ton meilleur souvenir peut-être? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai réussi à passer ma première traction. Ah. Ça a été... Je connais. Ouais. C'était il y a 2 semaines, moi. Bravo. Plus beau jour de ma vie. Ah mais c'est ça, t'as l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai passé la traction et je me souviens, j'étais chez moi parce que évidemment j'avais installé une barre de traction pour pouvoir... Et j'ai couru dans tout l'appartement et je me suis dit attends, faut peut-être essayer parce que sur un malentendu c'était peut-être juste un coup de bol, tu vois. Et non, j'ai repassé la deuxième fois et là je me suis dit ça y est. Ouais. Alléluia, tu vas passer. Ouais, le truc qui te paraissait impossible, fou. Ouais. Puis, c'est assez en plus c'est un peu du jour au lendemain l'attraction quoi, c'est un jour ça passe et un jour ça passe pas et le lendemain ça passe. C'est ça, c'est toute la complexité de la force. Ouais. Ouais, super. Ta plus grande fierté en tant que coach? Mes clients. Je suis hyper fière de mes clients, de leur état d'esprit, en fait. Alors, aussi de leurs résultats, mais surtout de leur état d'esprit. Enfin, je suis hyper fière de la clientèle que j'ai. Enfin, c'est fou, mais ils sont top.
Dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont dans un esprit bien-être, ils sont dans un esprit un bon état d'esprit quoi, il y a pas de compétition, il y a pas de je sais pas, c'est hyper sain en fait comme relation vis-à-vis du sport ou vis-à-vis de toi? Vis-à-vis du sport et vis-à-vis de moi, enfin dans les deux cas c'est ouais, je trouve ça cool. Trop bien. Donc tout est coaché en fait. Ouais, mes coachés. On va voir si ça va être si facile. Ta plus grande fierté en tant que femme? D'être indépendante. Ouais. Ah, c'est intéressant. Là, pour le coup, t'as répondu super rapidement. Ouais. Ah ouais, ouais, parce que... Pourquoi c'est ta plus grande fierté? Parce que c'est un de mes objectifs de vie, je pense. Ça, c'est inculqué par ma maman. La mienne a dit, je vais lui faire une petite dédicace, elle m'a toujours dit, il faut que tu sois une femme forte, libre et indépendante. Et voilà, tu vois, parfait. Moi, ma mère s'est arrêtée à indépendante, mais libre et et forte, c'est pas mal aussi, tu vois. Oui, non, c'est important. Ouais. Je veux dépendre de personnes pour... Ouais, c'est assez en lien avec tout ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu vivais peut-être pour deux et que maintenant tu vis pour toi et que t'arrives à vivre... C'est important, ouais. Enfin, pour moi, après, ça peut... Mais ouais, tac au tac, là, on était bon. Ah oui, là, on était bon, là. Ouais. Si t'avais un mot pour définir le sport, ce qui représente aujourd'hui dans ta vie. Le bien-être. Ouais. Global. Ce qui a peut-être pas toujours été le cas. Non. Tu l'aurais peut-être pas des... La souffrance. Non, ouais, le bien-être, parce que même dans la souffrance, dans le sport et dans la douleur, les courbatures, les machins, il y a un bien-être quasi immédiat. Donc, super. Si t'avais un conseil à donner à des personnes qui voudraient se mettre au sport ou du moins qui pratiquent, mais peut-être qui n'apprécient pas forcément, qui trouvent pas encore, qui ont peut-être pas encore eu le déclic. D'essayer déjà de comprendre pourquoi ils l'ont pas eu, de se connaître mieux pour pouvoir trouver le sport qui leur convient à eux. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui le fitness est à la mode que ça leur correspond, que c'est pas parce que ton voisin court qu'il faut courir. Faut tester, faut aussi se dire qu'il n'y a pas de mauvais il n'y a pas de niveau. Je trouve que c'est dommage de voir un niveau dans le sport. Moi des fois on vient me voir, on me dit ouais je suis nulle. Mais en fait t'es nulle par rapport à quoi en fait? Le but c'est d'être en bonne santé, c'est pas de performer en fait. Enfin, ça dépend des objectifs, mais dans un premier temps, on n'est pas obligé de performer pour prendre plaisir dans le sport. Et déjà, rien que de faire du sport, c'est déjà bien, parce qu'il y en a plein qui le font pas, et que ça devrait être juste... se dépasser soi-même aussi, plutôt que se comparer. Ouais, pas se comparer, pas... vraiment se centrer sur soi. Alors sans devenir complètement égocentrique, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment... penser à soi, pas au regard des autres. On a tous été débutants de quelque chose. On a tous débuté quelque part, avec nos forces, nos faiblesses. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, moi, je cours pas vite. Je courrais peut-être jamais vite parce que de base, je suis quelqu'un de très endurant dans la longueur, mais je courrais jamais vite. Je serais jamais très forte. C'est comme ça, c'est pas grave, quoi. Mais il a fallu, moi, pareil, que je l'accepte, tu vois. Ça a mis des plombes avant que je l'accepte, mais je l'ai compris. Parce qu'en même temps, la première fois que j'ai couru un semi, tout de suite, on m'a dit, t'as fait quoi comme temps? Alors, j'en avais rien à faire, en plus, parce que c'était pas l'objectif du jour. L'objectif, c'était de courir un semi, à mon rythme, ce jour-là. J'avais décidé que ce jour-là, je courais un semi. Et voilà. Ouais, lui voyait le sport comme de la performance. Et en fait, il faut aussi accepter, je pense que tout le monde n'est pas la même vision du sport. On peut, Et puis, sa performance à lui, c'est pas ma performance à moi. Ouais, exactement. Moi, ma performance, ça va être de courir pendant des heures. Sans trop de difficultés. Voilà. Mais... chacun son truc. Voilà, c'est ça. Tes projets sportifs, professionnels, les projets actuels? Alors, les projets professionnels, déjà... finir l'année de 365 jours. Aller au bout de 365 jours pour s'aimer sans trop y laisser de points de vie, justement. Non, vraiment aller au bout de ça, proposer du contenu quali. Le but, ce serait quand même de communiquer sur le sujet parce que aujourd'hui, j'ai même pas le temps de le faire, ce qui est un peu dommage. J'ai quelqu'un là qui va m'accompagner bientôt sur cette partie-là, pour que moi je puisse rédiger, mais que elle puisse communiquer en parallèle. Donc ça, c'est cool. Donc aller au bout de ça déjà. Rester présente pour ma communauté sur Instagram.
mes coachés, que ça se passe toujours aussi bien et que voilà. Là, en gros, c'est ça. Enfin, en projet pro, j'ai pas trop. Ça t'occupe déjà pas mal. Ouais. En fait, t'as plein de projets avec chaque coaché. Je suppose que c'est un projet aussi. Ouais, c'est ça. Chacun a ses objectifs. Chacun apporte une petite pierre à l'édifice. Donc voilà. Après, de gros projets, non, ce sera plutôt sur du long terme. Mais pour le moment, il n'y a pas de visu. Et puis, on va pas se lancer tout de suite là-dedans. Et puis, je vais certainement sortir un e-book un peu plus théorique sur l'aspect groupe musculaire, etc. Dans les mois qui arrivent. Moi, oui. Je viens de m'engager là. Et puis voilà, non, au niveau pro, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et au niveau sport, recourir dehors, ça peut être un bel objectif. Bon là, j'ai fait une chute récemment, donc du coup, je vais être un peu pénalisée ces prochaines semaines. Mais du coup, ouais, je devrais reprendre ça. En 2019, c'est bon, quoi. Normalement, la tendinite sera derrière, on espère. Normalement, ouais. Honnêtement, là, ouais, ça devrait le faire. Ok, super. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Super intéressant. Et puis voilà, on mettra toutes les informations de toute façon dans la description. Et voilà, merci beaucoup, Manu, de m'avoir reçu. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver les liens vers le site de Manu, son éphéméride 365 jours pour s'aimer, son compte Instagram et sa chanson inavouable, rendez-vous sur la page dédiée à cet épisode sur le site www.50nuancesdesport.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram @50nuancesdesport pour suivre le podcast et être informé des prochains épisodes. À très vite!